parti. Ok, alors démarrons. Donc, bienvenue à tout le monde à cette conférence organisée par le Bet Haverim sur les conversions euh, qu'on organise avec Julien, qui est membre aussi du conseil d'administration du Bet Haverim. Et on s'est dit qu'il était intéressant d'aborder ce sujet. Alors, ce sujet, on l'a de mémoire, en tout cas moi depuis que je suis au Bet Haverim, depuis quelques années. Je ne crois pas qu'on l'ait abordé d'ailleurs. Je pense que c'est une première fois. Je suis assez content qu'on l'aborde parce que il y a des questions récurrentes qui viennent sur ce sujet. On a toujours beaucoup de personnes LGBT qui nous contactent pour savoir comment faire, quelle démarche, quel rabbin contacter, quelle synagogue aller, le temps que ça peut prendre et tout ça. Donc, on s'est dit que ça serait bien d'organiser une session un peu pratique. Donc, ce n'est pas une session théologique et tout ça sur le sujet, ça va être plus être pratique. Donc, l'idée, c'est qu'on va vous présenter, et même ils vont se présenter brièvement, nos intervenants de ce soir. Et après, c'est surtout, on va vous laisser la parole. Donc, ne soyez pas timide. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez sur cette démarche et voilà, si vous si vous vous intéressez sur la faisabilité, sur des questions pratiques sur le sujet. Alors, pour ce soir, donc, on a l'honneur d'accueillir le rabbin Yeshaya d'Alsace, qui est le rabbin Massorti, qui officie à Dorvador. Yeshaya, je te laisse te présenter un peu et peut-être nous faire une petite introduction sur le sujet. Bonsoir tout le monde. D'abord, c'est déjà un mot sur Bet Haverim. Moi, je suis un vieux soutien. Ça fait des années que j'ai contacté Bet Haverim, vraiment longtemps, une vingtaine d'années. Je me rappelle que j'avais houspillé qu'il n'y avait pas assez de matériel juif sur votre site. Mais je ne sais pas si depuis, il y en a beaucoup plus, mais un petit peu, je crois. En tout cas, voilà, je pense que vous faites un très bon boulot et que je soutiens absolument tout ce que vous faites. Ça, c'est un point. Me présenter, je suis rabbin dans une communauté qui est dans l'est de Paris, dans le 20e arrondissement, qui est une communauté Massorti. Massorti, c'est conservative aux États-Unis. C'est donc une espèce de judaïsme centriste, on peut dire comme ça, qui est entre l'orthodoxie et les libéraux. Mais je suis assez proche personnellement d'une forme d'orthodoxie moderne. Voilà. Pour moi, la halakha est très importante, l'étude des textes est centrale, etc. Je prône un judaïsme d'engagement assez sérieux, sur le plan de la pratique de l'étude, etc. Ça, c'est le judaïsme que je prône. Maintenant, j'ai tout un parcours, j'ai fait du théâtre, j'étais journaliste, j'ai fait des tas de choses. Bon. Enfin, ça, c'est pas ce qui nous intéresse ce soir. Et voilà, je suis marié, j'ai 5 enfants. Je suis un vrai rabbin qui avait des vrais tablets de Shabbat et tout. Voilà. On sait que tu es un vrai rabbin. Non, mais là, j'entends dans le sens un peu schématique de la chose, et ça ironiquement. Voilà. Et alors, concernant les conversions dans la Torah, dans l'histoire des Juifs, est-ce que justement, tu as des petites choses à nous dire par rapport à ça C'est un vaste sujet, c'est un très gros sujet même. Parce que, alors pour en parler brièvement, déjà, d'après la Torah, tous les Juifs sont convertis au départ. C'est-à-dire qu'on considère, puisqu'on sort il n'y a pas longtemps de la fête de Shavuot, que les Juifs, le peuple juif se serait converti au judaïsme à Shavuot. Ça peut paraître bizarre parce que le judaïsme, il y a une double dimension, il y a une dimension ethnique que la Bible raconte à travers la Genèse, etc. Il y a une dimension clairement ethnique. Je suis juif parce que tout simplement je suis né dans le judaïsme et que mes parents, etc. Donc c'est une histoire familiale d'abord. Et c'est vrai que pour l'immense majorité des juifs, c'est une affaire familiale. Et souvent, d'ailleurs, les juifs ne comprennent pas trop que des gens viennent se convertir au judaïsme. Ça paraît quelquefois bizarre. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Bon. Mais néanmoins, dans les textes, la conversion est omniprésente. Alors, là où il faut nuancer, c'est qu'elle est omniprésente, sauf que dans la Bible, il n'y a pas de cérémonie de conversion au sens strict. Curieusement, vous voyez, il y a des personnages qui viennent se lier au Bnei Israël, à Am Israël, au peuple juif. Mais il n'y a pas de
cérémonie, il n'y a pas d'indication sur une cérémonie de conversion. Le seul texte qui pourrait être l'équivalent d'une cérémonie de conversion, on vient de le lire à la fête de Shavuot, c'est le texte de Ruth, où Ruth fait une très belle déclaration d'ailleurs, magnifique. C'est peut-être un des grands moments du texte biblique où elle dit à sa belle-mère, ton peuple, Amère, Ami, ton peuple sera mon peuple, partout où tu iras, j'irai, là où tu mourras, je mourrai. Oui, elle est prête à aller jusqu'au bout. Là où tu seras enterré, je serai enterré. Mais ce n'est pas considéré comme une cérémonie de conversion. Et si on le considérait comme tel, ça poserait problème. Alors d'abord, cette formule qui est très belle, pourtant n'est jamais reprise au Beth Din. Alors peut-être que certains le font, mais dans un Beth Din classique, on ne fait pas ça. Et curieusement, parce qu'on pourrait dire, tiens, dites ça, lisez-nous cette belle formule. On ne le fait pas. Et si on se place sur l'analyse du texte lui-même, il n'y a pas de cérémonie de conversion. Ruth dit ça à Naomi, mais c'est une affaire entre les deux. C'est un engagement de Ruth vis-à-vis de Naomi. Il n'y a pas de Beth Din, il n'y a pas de mikvé, il n'y a pas de... alors vous allez me dire que pour aller de Moab à Yehuda, si vous connaissez la géographie, il faut passer par le Jourdain. Alors, c'est peut-être une forme de mikvé, mais ce n'est pas indiqué en tout cas. Donc, si vous voulez, il n'y a pas dans la Bible de cérémonie décrite comme telle. Pourtant, il y a pas mal de personnages qui viennent s'adjoindre au peuple juif et on pourrait en faire un petit bouquin, on pourrait faire un portrait de différentes personnes converties dans la Bible. Alors maintenant, la littérature rabbinique, il y en a encore plus. Mais la conversion au sens strict, ce qu'on appelle la conversion au judaïsme, là, il faut apporter une nuance. C'est que ce n'est pas d'être judaïsant. Et à une époque, il y avait ce qu'on appelait des judaïsants, qui étaient des gens proches du peuple juif, proches du judaïsme, qui pratiquaient certaines choses, vous voyez, qui fréquentaient, mais qui n'étaient pas juifs. La conversion au judaïsme, c'est rentrer dans la brite au sens strict, c'est rentrer dans l'alliance et en principe, normalement, accepter totalement le système des mitzvot. Et du coup, c'est formel, il y a cette formalisation face à un Beth Din, donc une commission rabbinique ou un tribunal rabbinique, appelez ça comme vous voulez, mais ce n'est pas un tribunal au sens où on n'est pas là pour juger la personne. Et à ce moment-là, il y a une formalité de la chose. Et ce formalisme-là, il existe, il est signalé dans le Talmud, et il existe par la suite. Mais avant, on n'en a pas le témoignage précis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas quelque chose, hein, mais on n'a pas le témoignage précis. Maintenant, des personnages convertis au judaïsme, vous en avez plein. Si on reprend la Bible, j'ai cité Ruth, qui est évidemment l'archétype, mais bien que Ruth soit un cas tout à fait particulier, parce qu'elle est descendante de Lot, et qu'elle revient à la maison, et que Lot est le neveu d'Abraham, et donc elle est quand même abrahamique. Mais je ne vais pas vous faire toute l'analyse de Ruth, c'est trop long. Mais il y a d'autres personnages. Vous avez un personnage célèbre qui est Yitro. Yitro, c'est le beau-père de Moïse. Donc, qu'est-ce qu'il vient faire? Il rejoint un moment, c'est un passage, il rejoint le peuple d'Israël. Et je vous signale que la paracha Yitro, c'est la paracha où on donne la Torah, c'est la paracha des 10 paroles au Sinaï. Ce n'est pas n'importe quelle paracha, elle s'appelle à son nom. Alors, est-ce que Yitro s'est converti au judaïsme ou pas? Pas évident. C'est un débat d'ailleurs, c'est un débat chez les commentateurs, ce n'est pas très clair. Mais le fait est qu'Yitro rejoint le peuple juif, il est là à un moment crucial, il conseille Moïse, etc. Puis à un moment, Moïse veut le retenir, il lui dit reste avec nous, tu auras ta part. Quand on arrivera en Israël, tu auras ta part, reste avec nous. Et Yitro lui dit non, je retourne chez moi. C'est curieux, il repart ailleurs. Alors là, le texte est un peu énigmatique, on ne sait pas trop ce qui va devenir ce Yitro. Et il y a des gens qui disent qu'il serait parti justement, en quelque sorte, prêcher la bonne parole ailleurs, vous voyez. Mais il n'est pas lié complètement au peuple juif. Donc moi, personnellement, ce n'est pas l'interprétation traditionnelle que je cite, mais c'est ma tendance de penser, c'est qu'Yitro n'est pas converti au judaïsme, justement parce qu'il n'est pas capable d'une chose, il y a une chose qui lui manque, c'est pas la compréhension, il est profondément spirituel, il a compris beaucoup de choses, il est proche de Moïse, il sait tout ça, il le dit d'ailleurs clairement, mais donc c'est pas la dimension spirituelle qui lui manque, c'est la dimension identitaire. Il ne dit pas, voilà, ce peuple, c'est mon peuple. Pourtant, il est lié puisque sa fille est mariée avec Moïse. Mais voilà, sa fille, elle n'est pas juive, que ça. Bon, elle est bien présente,
même si c'est un personnage tout à fait secondaire, elle accompagne Moshe, les enfants, etc. Elle est là. Vous avez ensuite, si on continue l'histoire, vous avez un personnage tout à fait curieux qui est Rachav, Rahab dans les livres en français, mais je préfère les noms en hébreu, moi, Rachav, qui est la prostituée de Jéricho. Là où il y a deux gars qui vont, deux explorateurs qui vont se planquer chez elle, elle leur sauve la peau, elle est épargnée et elle est convertie au judaïsme. Et d'après la tradition, elle se marie avec Yoshua, Josué, qui est le chef des Juifs de l'époque. C'est paraît incroyable. En plus, une ancienne prostituée, vous imaginez un peu. Et les rabbins en font grand cas de cette dame, hein, mais ils disent des choses assez curieuses, d'ailleurs. Et donc, vous avez ce personnage-là, mais on peut continuer comme ça. Il y a un général syrien qui vient voir le prophète Élisha dans le livre des rois et qui, lui, se convertit en quelque sorte, mais repart en Syrie curieusement. Alors lui aussi, c'est une espèce de conversion qui n'en est pas complète parce que l'idée de la conversion, l'idée, à mon avis, qui est quand même fondamentale et qui est exprimée justement chez Ruth, c'est bien le fait de se lier au peuple juif. C'est de faire corps avec le peuple juif. Ce qui est, à mon avis, d'ailleurs, dans le processus de conversion, l'aspect le plus complexe sur le plan psychologique chez quelqu'un qui se convertit. Parce que qu'est-ce qu'il vient faire parmi nous? Comment se sent-il juif? Vous voyez, c'est l'aspect le plus délicat. Mais maintenant, tous les cas individuels sont des cas individuels avec chacun son parcours. Et dans le Talmud, juste pour finir la brochette, il y a des personnages très importants et pas des moindres. On dit que Rabbi Meir était le fils d'un converti. On dit que plusieurs des rabbins cités dans Pirkei Avot le sont. Et puis il y a Onkelos qui a traduit, à qui on attribue la traduction de la Bible et qui considère, on l'appelle Onkelos à guerre, etc., etc. En fait, il y a tout un tas de personnages comme ça à travers l'histoire juive. Maintenant, il faut aussi ajouter un point quand même sur cette question de la conversion, c'est qu'à partir du Moyen-Âge, le judaïsme cesse de convertir jusqu'au temps moderne. Il n'y a quasiment plus du tout de conversion. Alors, ce n'est pas 100% vrai, il y a des exceptions, mais pour une raison très simple, c'est que c'est dangereux, tout simplement. C'est qu'en pays chrétien, un chrétien, donc une fois que l'Europe est christianisée, que le judaïsme est marginalisé, quelqu'un qui vient se convertir au judaïsme, il risque sa peau. Il risque sa peau sur le bûcher. Hein. Et la communauté juive risque le pogrom. Donc, du coup, on ferme les portes. Et c'est pareil en terre d'islam. Il est strictement impossible pour un musulman en terre d'islam de se convertir au judaïsme. Ok. Donc, merci beaucoup pour cette introduction, Yeshaya. C'est passionnant, on pourrait t'écouter des heures là-dessus. Alors, on va passer à la présentation rapide de nos témoins aussi. Et après, je pense qu'à travers les questions que nous poseront les auditeurs, peut-être que je pense que tu auras des éléments de réponse aussi à nous donner. Alors, on va commencer par Marion, qui est présente. Si Marion, tu peux te présenter brièvement une ou 2 minutes pour dire un peu qui tu es, comment tu es venu au judaïsme, quel est un peu ton parcours. Alors moi, j'ai décidé de me convertir quand j'avais 16 ans parce que donc je suis issue d'une famille chrétienne, hein, mais qui ne répondait pas à mes questions à ce moment-là. Et on me disait qu'on descendait du peuple juif, mais que d'un coup, on n'était plus juif. Donc du coup, je ne comprenais pas trop. Je me suis intéressée au judaïsme et j'ai voulu me convertir. J'ai commencé à mes 18 ans, parce qu'avant, c'était pas possible. Une conversion consistoriale. Je suis tombée sur une très très bonne communauté et je regrette pas de les avoir connus, absolument pas, parce qu'ils m'ont appris énormément de choses. Mais quand j'ai fait mon coming out à 22 ans, bah, j'ai pas osé du tout en parler au rabbin de cette communauté et du coup j'ai mis un peu en stand-by ma conversion. C'est une communauté consistoriale dont tu parles, c'est ça ou... Oui. D'accord. Oui, oui. Okay. C'était la communauté du Rincy, en fait. D'accord. Ok. Voilà. Et quand j'ai rencontré ma compagne et qu'on a décidé d'avoir des enfants, il n'était pas question pour moi d'avoir des enfants avant d'être convertie ou du moins d'imposer la conversion à mes enfants. Et du coup, il fallait que je puisse leur transmettre moi-même le judaïsme. C'est pour ça que j'ai contacté le rabbin Beb, qui est le rabbin du CJL.
et avec qui je prends des cours maintenant depuis le mois de février. Et voilà, bon, pour l'instant, bah, c'est un petit peu compliqué parce que je peux plus, j'habite dans le Pas-de-Calais et je peux plus trop me déplacer sur Paris pour le Mhm. moment, mais bientôt, ce sera de nouveau possible et du coup, D'accord. j'ai passé, Ok, bah merci beaucoup pour cette présentation. Euh, Tony, est-ce que aussi, même chose, tu veux te présenter brièvement, s'il te plaît? Moi, moi aussi, je viens du Pas-de-Calais. Sympa. Euh, Pourquoi mais alors, pourquoi est-ce que j'ai voulu me convertir? Ça fait très longtemps. Ça a commencé par Ahavat Israël. Donc, dans ma famille, on vient d'une famille chrétienne aussi, catholique, mais on se transmet depuis, en tout cas de ma génération, et c'est aussi de ma grand-mère, un sentiment d'appartenance au peuple juif, qui était assez mystérieux, jusqu'à ce que très très récemment, là, il y a un mois, je découvre un des travaux, sachant que c'était un peu bizarre parce qu'on avait, par exemple, on a certaines traditions un peu que j'identifiais pas comme étant, qui me semblaient pas, par exemple, le fait de faire une oupa après le mariage dans la maison, moi, ça me choquait pas quand j'étais enfant parce que j'avais toujours connu ça, mais euh, en connaissant d'autres catholiques, ils m'ont dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et donc on a un peu, j'ai voulu creuser un peu et, et donc, euh, et donc il semblerait aujourd'hui, grâce aux travaux universitaires, grâce à des recherches généalogiques et des travaux universitaires de l'université de Lille, que il est probable que ma famille soit remontée d'Alsace suite à la, enfin une partie de ma famille soit remontée d'Alsace à la, suite euh, au fait d'avoir donné la citoyenneté juive aux Juifs d'Alsace, en fait. Il y en a pas mal qui ont fui l'Alsace à cause de l'antisémitisme et de la pauvreté. Et il y en a une communauté qui s'est installée dans le Nord, et notamment à Saint-Omer, d'où est originaire ma famille. Et donc, dans son livre, elle mentionne des personnes que j'ai pu retracer dans, euh, dans, euh, dans mon arbre généalogique, en fait. D'accord. Et donc, ce qui expliquerait pas mal de choses, notamment les mots yiddish qu'utilise ma grand-mère, que j'identifiais pas comme des mots yiddish à l'époque parce que je ne savais pas même pas ce que c'était que le yiddish. donc, donc, ça a commencé surtout par une très forte appartenance au peuple juif. Et d'ailleurs, ça a même probablement causé des problèmes dans ma famille parce que le fils le plus âgé de mon oncle le plus âgé emmener son fils en secret à la synagogue de sa femme, c'est-à-dire qu'il s'est marié à une femme catholique, mais il avait son fils secrètement dans le judaïsme, et il fréquentait la synagogue, la communauté légume. Et donc, mon cousin, plus tard, a voulu se convertir, mais comme il faisait un travail assez important, il ne pouvait pas démissionner, qui l'empêchait de ne pas travailler le samedi. Il n'a pas pu se convertir, donc il a continué à pratiquer hors conversion. Et moi, quand je suis arrivé à Paris, j'ai mis pas mal de temps à trouver ma voie parce que je connaissais pas, je connaissais que le consistoire à l'époque et forcément, étant gay, Hmm. c'est pas vraiment possible. Et en D'accord. même temps, pour être honnête, j'étais assez traditionnaliste pour certains côtés et il m'a fallu un certain temps, d'abord un certain temps pour réconcilier euh, le judaïsme et ma sexualité, mon orientation sexuelle, et d'un autre côté, et ensuite un second temps pour réconcilier une pratique un peu plus. euh, euh, C'est-à-dire qu'au début, c'est-à-dire que quand vous ne fréquentez pas de communauté juive, c'est un peu difficile de savoir. Je veux dire, personne ne peut faire absolument toutes les mitzvot parce que qu'est-ce que c'est faire toutes les mitzvot? Hmm. Mais il faut trouver, moi je pense que ça irait d'essayer plusieurs communautés pour alors il y a qu'une seule il y a qu'une seule halakha, mais c'est bien de trouver des communautés qui semblent vous correspondre en termes de valeurs ou
d'écouter les drashot. Les drashot, c'est les sermons, si on veut, des rabbins, d'écouter un peu, de voir comment on se sent dans la communauté. Parce qu'une communauté juive, c'est aussi un peu c'est un peu comme une association, un centre culturel. C'est pas juste comme c'est pas juste une église où vous allez, vous ressortez souvent, les membres se connaître. Il y a des échanges. activités. Et moi, voilà, du coup, j'ai fait ma conversion à la CJL parce que c'était juste à côté de chez moi, mais je continue un peu de papillonner entre les communautés. J'ai pas eu l'occasion d'aller à Dorvador, malheureusement, à cause du Covid. Mais, Je suis sûr que Yeshaya t'invitera à Dorvador au prochain Shabbat. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Après, Non, mais c'est bien. C'était juste une petite introduction. Après, on va laisser les gens juste de une poser remarque. D'abord sur ces histoires familiales de maranisme alsacien qui est assez curieux, mais effectivement, c'est possible et c'est ce genre de choses qui sont arrivées. Donc, c'est assez intéressant. Au-delà de ton affaire personnelle, je dis, comme phénomène. Mais alors, oui, non, allez-y, continuez. Non, c'est tout. Et j'allais ajouter que tu parlais de l'émancipation, là. Moi, je suis le redescendant, je ne sais pas si c'est heureux, quelqu'un du juif qui a prôné qui a plaidé l'émancipation. Oui. Donc, tu dois à ma famille le maranisme que tu vis. Oui. Voilà. Je quoi, si je peux dire. Je quoi Non, je rigole. Ah oui. Oui. Puis en plus, je sais que vous êtes alsacien, donc quelque part, ça. Ça ne s'appelle pas d'Alsace, c'est un autre nom. Enfin, peu importe. Ah oui, vous n'êtes pas, d'accord. En tout cas, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a aussi étant donné que après, il y a un repère culturel, mais qu'est-ce que j'allais dire? Oui, parce que ce que j'allais dire, c'est que d'ailleurs, dans les travaux universitaires que j'ai trouvé des noms de ma famille qui étaient mentionnés dans un ouvrage qui s'appelle La criminalité au 19e siècle. En fait, il y a eu une espèce de petite mafia juive qui s'est développée au 19e siècle dans le nord de la France. Et il semblerait que des ancêtres et donc des noms de personnes de ma famille sont mentionnés dans des comptes rendus d'interrogation. Ah ouais. Quel héritage. Sympa. Tu viens à Dorvador, tu ne repars pas avec le coffre, s'il te plaît. Alors, on va passer maintenant, si vous voulez bien, à Julien qui va aussi se présenter. Et ensuite, on ira aux questions. Donc, préparez vos questions, Danout. Bonsoir à tous. Quelques mots, effectivement. Donc, je m'appelle Julien. J'ai rejoint le BEIT il y a maintenant, je crois, 2 ans. Je fais maintenant partie du conseil d'administration. Je suis parisien de naissance et de cœur, on va dire. Mais je vis à Lyon depuis maintenant pas mal de temps. Et j'ai suivi donc un parcours de conversion à Kérénor, pour ceux qui connaissent, qui est donc la synagogue libérale de Lyon, donc synagogue progressiste, sous la responsabilité de Daniela Touati, qui est le rabbin récemment nommé, puisque c'est la 4e femme rabbin en France, et je crois qu'elle a été ordonnée en 2019, donc c'est assez récent. Donc voilà, je suis venu au judaïsme assez progressivement. Contrairement aux précédents témoignages, moi je ne suis pas passé du tout par les communautés, on va dire, consistoriales ou traditionnelles. Le choix du judaïsme libéral a été plutôt pour moi une évidence, mais c'est pas, voilà, c'est assez différent du parcours, des 2 parcours de Marion et de Tony. Voilà ce que je peux vous dire dans les grandes lignes. Peut-être que je vais tout de suite laisser la parole et qu'on va pouvoir prendre les questions. Exactement. Merci beaucoup. Alors, donc, cher auditeur, cher public, est-ce que vous avez déjà quelques questions? Alors, vous pouvez aussi très bien poser vos questions via le chat. Donc, il y a une partie conversée, donc vous pouvez les poser si vous n'osez pas les poser, on va les lire. Ou sinon, vous pouvez directement prendre la parole en enlevant le mute et on vous écoute. Alors, surtout, ne faites pas les timides. On a à peu près une demi-heure pour répondre maintenant à vos questions.
On a des timides, visiblement. Ah, voilà. Alors, il y a quelqu'un qui... Alors, Julien, on a une question pour toi. On voudrait savoir si tu peux décrire un peu plus le processus de conversion que tu as eu à Kérénor. Comment ça s'est passé, cette Oui, conversion? bien sûr. Donc, dans un premier temps, alors à l'époque où j'ai commencé mon processus, c'était pas encore Daniela Touati qui était rabbin, hein. C'était un rabbin gay d'ailleurs, je ne trahis pas de secret en disant ça, mais qui officiait à René Kérénor. Ferzel, non? Alors non, c'était Chaim Ah Cassas non. pour le coup. Ouais, Ah oui, Raïm Cassas, ouais, pardon. Il y en a c'était d'autres. Chaim Ouais. Cassas qui est reparti en Espagne entre-temps. D'accord. Donc, bah, j'ai tout simplement pris contact avec bah, le secrétariat, hein, de la synagogue. J'ai rencontré Chaim Cassas. On a eu un entretien ensemble assez long sur mon projet, sur ma motivation. Je pense que c'est important de dire que j'ai été particulièrement bien accueilli. Alors, au-delà de la personne de Chaim Cassas, effectivement, bah, qui est gay, hein, donc il était sensible, je dirais, au sujet LGBT. Mais vraiment, j'insiste sur le fait que j'ai été extrêmement bien accueilli par l'ensemble de la communauté. Alors, ça sera intéressant peut-être d'avoir d'autres tours, mais en tout cas, en ce qui a concerné ma communauté, j'ai été extrêmement bien accueilli. Et je dirais qu'au final, le sujet de l'orientation sexuelle LGBT n'a pas été tellement un sujet au final, encore une fois, dans ma communauté libérale. Voilà, ça n'a vraiment pas été un sujet. Je pense que j'ai été reçu et traité comme toute personne guerre, en fait, comme toute personne convertie qui se présente à la porte de la synagogue. Donc, ça n'a été, je pense, pour moi, ni plus facile, ni plus difficile. Ça a été une candidature assez lambda. Et alors, est-ce qu'on t'a demandé, alors j'imagine que tu avais des cours toutes les semaines. Oui, exactement. Donc après Ouais, l'échange avec Chaim, je suis rentré dans le parcours effectivement de ouais. conversion. Juste avant nous c'était le vendredi après-midi, juste avant l'office de Shabbat. Donc effectivement, on avait des cours hebdomadaires sur des thèmes très variés, que ce soit la civilisation, que ce soit les pratiques, les fêtes, etc. Donc je sais que souvent en termes de timing, il circule l'idée de un an et demi. Alors, je ne sais pas trop, honnêtement. Je pense que ça dépend vraiment du parcours de chacun. En ce qui me concerne, j'ai pris mon temps. Enfin, je n'avais pas vraiment de timing précis. J'ai suivi les cours pendant un peu plus de 2 ans. 2 ans et demi même, parce que voilà, j'entendais prendre mon temps et puis en même temps, je fréquentais la communauté de manière assidue, les offices, les fêtes, etc. Et puis, une fois que je me suis senti prêt, et puis que du coup, mon rabbin, en l'occurrence Daniela, m'a senti prêt également, elle a proposé ma candidature au Beit Din. Voilà, passage au Beit Din, donc échange effectivement avec une réunion rabbinique de 3 rabbins, échange assez informel, en tout cas en ce qui m'a concerné, hein. Donc voilà, un échange qui était voilà, enfin, moi que j'ai pas perçu comme formel, j'ai pas senti non plus de méfiance. Pour être très franc, le sujet de mon orientation sexuelle n'a pas été. Alors, je l'avais précisé, hein, d'ailleurs dans ma lettre de motivation auprès du tribunal rabbinique, mais ça n'a pas été un sujet. J'ai pas été du tout, en ce qui me concerne, en tout cas, questionné sur ce sujet-là. Dans la foulée, donc, je suis passé à la Tevila, hein, donc l'immersion rituelle au mikvé libéral en l'occurrence à Genève, mais je crois que ça se fait aussi à Paris. Et puis voilà. Alors je suis passé, oui, un peu vite, pardon, sur l'étape qui concerne les garçons, bien sûr, qui est la circoncision, hein. Voilà, mais c'est vraiment les 3 étapes constitutives de la conversion. Et juste, donc tu dis que c'était un peu informel, mais ça a duré combien de temps alors, ce bed din à peu près? Ça a duré, honnêtement, je pense moins d'une demi-heure, à peu près une demi-heure. Ah ouais. Et Ouais. combien de questions? C'est des questions difficiles? C'est quel genre de questions que tu as eues? Alors, c'était des questions qui sont soit liées à la lecture de l'hébreu, qui sont liées à mon parcours personnel, qui étaient liées à ma pratique, très orientée sur ma pratique, à la fois ma pratique individuelle et communautaire. Voilà, principalement ça, très orienté sur les fêtes, ouais, la pratique, très orientée sur la pratique et en partie sur la lecture de l'hébreu et du sidour. Ah, je t'entends plus, Alain, je crois que tu es en mute. On t'a demandé si tu respectais toutes les mises-votes ou pas, justement?
Non, pas de cette façon-là. D'accord. Ok. Non. D'accord. Ok, très bien. Moi, c'est clair. Ok. Merci beaucoup, Julien. Alors, on a reçu une autre question. Hop. Alors, donc deux questions des Jéronymies. Donc, j'ai envoyé ma lettre détaillant ma démarche à ma rabbin lundi. Combien de temps dois-je attendre à patienter avant d'avoir une réponse et un rendez-vous? Je suis autiste et j'ai du mal avec l'implicite. À quelles questions dois-je m'attendre durant le rendez-vous et comment vont-elles être posées? Merci à vous toutes. Alors, je pense que là, c'est plus des questions pour vous trois, les témoins. Peut-être Yeshaya aussi, tu peux répondre puisque tu es de l'autre côté. Donc, vous, quand vous avez fait le premier contact, je ne sais pas qui veut répondre, quand vous avez fait le premier contact avec un rabbin, déjà, combien de temps vous avez dû relancer et comment s'est passé ce premier rendez-vous? Quel genre de questions, quel genre de contact c'était? Qui veut répondre? Moi, je veux bien, mais encore une fois, comme je suis passée par le consistoire au début, Ouais. c'est un petit peu différent quand j'ai écrit au Ravenvel. C'est intéressant que c'est intéressant que tu répondes justement et que tu compares les deux en même temps. Alors, quand j'ai écrit au consistoire pour la première fois, on m'a pas répondu. Mais là, il savait pas. Non, mais là, par contre, alors des charges, il savait pas encore que tu étais lesbienne quand tu leur as Non, écrit. voilà, non. Non, pas du tout. Moi non plus, j'avais pas encore fait mon coming out. Voilà, c'est ça. Donc voilà, ils m'ont pas répondu du tout. Du coup, j'ai décidé d'y aller, enfin, de mettre les pieds dans le plat. Je suis allée à la synagogue, je suis allée voir le rabbin et je lui ai dit que je voulais me convertir et que c'était important pour moi, etc. Du coup, il m'a dit de réécrire une lettre et j'ai reçu une réponse une semaine après. Donc, je suppose qu'il a dû, qu'il a dû dire qu'il allait recevoir une lettre de ma part et que voilà, quoi. Enfin, qu'il m'avait rencontré. Donc voilà. Je sais pas trop parce qu'il m'en a jamais parlé, mais voilà. Enfin, j'ai reçu une réponse très rapidement. Mais elle n'était pas positive. Ils ont voulu voir si j'allais m'accrocher ou pas. Donc, j'ai un peu raté. C'est la technique. C'est vrai que c'est la technique. À chaque fois, ils découragent au maximum et c'est seulement les persévérants qui sont retenus, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, j'ai envoyé une troisième lettre et ils m'ont dit, si vous voulez vraiment vous convertir, il faut lire un certain nombre de livres, il faut apprendre à lire l'hébreu et prendre des cours de, de judaïsme. J'ai fait mes cours sur le Shulchan Arour, mais j'ai pu faire des cours sur d'autres choses aussi. Et vous nous réécrirez dans un an, après avoir fait un an d'études, avoir fréquenté la synagogue, etc. Donc, du coup, j'ai réécrit au bout d'un an. Encore une fois, j'ai pas eu de réponse. Et finalement, il y a des choses qui ont fait que j'ai dû remonter dans le Nord et que du coup, voilà, enfin, j'avais fait tous mes cours et j'avais passé de très, très, très bons moments. J'avais appris énormément de choses dans ma communauté, mais j'ai dû remonter dans le Nord à ce moment-là. J'habitais donc Paris à l'époque. Et, dans le Nord, j'ai fait mon coming out. J'ai pu oser contacter ma communauté du coup parce que j'avais vraiment peur de leur réaction. Pourtant, le rabbin qui m'avait accueilli est très, très, très gentil et je pense plutôt ouvert, mais je pense que ça aurait pas pu aboutir au consistoire en fait. Donc, j'ai une amie de Paris qui m'a conseillé d'écrire au rabbin Webb et il m'a fallu à peu près, j'ai 26 ans, il m'a fallu à peu près 2 ans avant de me lancer à écrire au rabbin Webb. Je lui ai expliqué que j'avais eu des cours avec une professeure du consistoire, que j'étais allée dans une synagogue consistoriale. Et je lui ai expliqué mon parcours, qu'entre deux, on avait fait des recherches généalogiques aussi, mais ça, c'est une autre histoire. Et j'ai eu un rendez-vous, si je ne me trompe, 2 mois après. J'ai eu une assez rapide, mais j'ai eu un rendez-vous, si je ne me trompe pas, 2 mois après, mais on avait été confinés entre deux, donc forcément. Donc, elle t'a pas envoyé de lettre de refus entre-temps, quoi. Elle t'a pas essayé, elle a pas essayé de te décourager, c'est ça? Non, j'ai eu un rendez-vous tout de suite. D'accord. Et, et comment ça s'est passé ce rendez-vous? Quelles ont été les questions, les points abordés alors?
Alors, les questions, c'est enfin, d'abord, qu'est-ce que j'avais étudié dans mon précédent processus? Est-ce que j'avais une certaine pratique déjà actuelle ou est-ce que j'avais complètement laissé tomber entre deux? Mhm. C'était par exemple sur mes pratiques à la maison, mais aussi ma fréquentation à la synagogue, puisque forcément, comme j'habite dans le Pas-de-Calais, il fallait que je sache comment m'organiser, etc. Bien Et sûr. ensuite, après avoir discuté de tout ça et après avoir parlé de mes connaissances aussi, elle m'a demandé si je savais lire l'hébreu aussi, parce que je le savais déjà, mais c'est quelque chose qu'on doit apprendre aussi. Et du coup, j'ai eu mes dates de cours, donc le mardi. J'ai Mhm. j'ai commencé les cours la semaine suivante. Et D'accord. elle m'a dit que normalement, si tout allait bien. Donc, j'ai été transparente avec elle, hein. Je lui ai dit que j'étais lesbienne. Je suis d'ailleurs allée à la synagogue avec ma compagne. Ma compagne qui n'a pas le projet de se convertir. Mais donc, j'ai dû aussi expliquer que le but, c'était qu'on soit quand même un foyer juif à la maison, même si ma compagne n'allait pas se convertir. Euh, D'accord. et j'ai été transparente aussi avec elle. Je lui ai dit que j'attendais un bébé et que du coup, voilà, enfin, je voulais pas lui faire la surprise non plus parce que ça se voyait pas à ce moment-là, mais j'aurais pas pu le cacher trop longtemps. Et donc, elle m'a dit que j'aurais normalement des rendez-vous tous les 2 mois et que normalement cet été, j'aurais pu passer au Beddin et juste avant ou juste après la naissance, passer au Mikvé. Mais comme la situation sanitaire, elle ne s'est pas améliorée, je préfère pas prendre de risques et du coup, Mhm. je suis D'accord. à distance, mais je peux pas pour l'instant. Voilà. D'accord. Merci bien. Peut-être que Yeshaya, tu veux nous dire, toi, comment ça se passe quand tu reçois, de ton point de vue, quand tu reçois des demandes de conversion, comment tu les gères? Bon, d'abord, je trouve que la pratique qui a été décrite ici, de lettres auxquelles on ne répond pas, auxquelles il faut réécrire et qu'on attend des Mm. mois, quelquefois des années, etc. Toutes ces hésitations qui ressortent de tout ça, bon, schéma assez classique en France, Mm. moi, je trouve ça complètement idiot. C'est une méthode, à mes yeux, stupide. C'est Parce franco-français que d'ailleurs, non? Méthode ou pas? Ouais. euh, pas sûr que ce soit strictement D'accord. franco-français. En tout cas, je la trouve stupide pour la raison suivante, c'est que effectivement, il y a l'idée dans la conversion au judaïsme, c'est que, un, on n'a rien demandé à la personne qui vient de se convertir. Vous le savez tous, le judaïsme n'est pas prosélyte, donc a priori, la porte n'est pas fermée, mais elle n'est pas grande ouverte. Donc, c'est la personne de faire ses preuves, c'est à la personne, candidat, je veux dire, de pousser la porte. Mais ça, c'est vrai. Il y a cette idée de refus. Ce n'est pas un refus, c'est une espèce de test, si vous voulez. Il y a cette idée de voir, on l'apprend de Ruth d'ailleurs, où Naomi dit à Ruth, retourne chez toi, etc. Et par 3 fois, et Ruth insiste. On apprend de ça d'après Rambam, d'après Maïmonide. Donc effectivement, il y a l'idée de tester la personne, de savoir si c'est vraiment son parcours, si c'est vraiment ce dont elle a besoin, etc. Je ne vous cache pas que statistiquement, l'immense majorité des candidats ou pseudo-candidats n'aboutissent pas à la conversion. Parce qu'il y a énormément de gens qui ne savent même pas de quoi ils parlent, ils vous contactent, etc. Je peux Mm. vous garantir que si tous les gens qui m'avaient contacté pour ça étaient convertis, la démographie juive en France serait en pleine ascension. L'immense majorité des gens, en fait, ne sont pas sérieux, n'ont pas de suite dans les idées, ne sont pas prêts à étudier sérieusement ou à pratiquer, etc. Donc, voilà, donc c'est pas des candidats sérieux. Mais là où je critique le système de la lettre, c'est que ça me paraît absurde parce que tout simplement, ce n'est pas un test.
si quelqu'un est motivé, vous allez le savoir en le fréquentant. Vous allez le savoir. C'est pas parce que vous allez le faire poireauter pendant 1 an et qu'au bout d'1 an, il vous renvoie la même lettre que vous envoyez il y a 1 an, que c'est un test quelconque de sa motivation. Ensuite, c'est pas une épreuve. Le test, c'est pas une épreuve dans ce sens-là. C'est de parler avec la personne et de voir si c'est vraiment sa destinée. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des gens qui disent mais c'est pas pour toi, laisse tomber. Je vois pas pourquoi tu veux te convertir, t'as rien à faire là. T'es sympathique, tout ça, mais vis ta vie. Ça a besoin de te mettre ça sur Mais le alors, dos. quand tu fais l'entretien avec une personne qui veut se convertir, c'est quoi les questions qui te permettent de Il voir n'y a si pas ça de, destinée ou pas? il y a pas de généralité parce que c'est Oui. toujours des cas individuels, sur des parcours différents, donc on ne peut pas faire de généralité. Et je me méfie beaucoup des généralités dans ce genre de domaine. Mhm. Donc les gens viennent avec des parcours très différents et des histoires quelquefois même étonnantes. La question est quelquefois des histoires banales, classiques. Les gens, le truc le plus classique, c'est le conjoint non juif qui, au bout de tant d'années de vie commune et de vie juive commune, saute le pas de vouloir officialiser les choses. Par exemple, vous voyez, bon. Donc vous avez toutes sortes de parcours. On ne peut pas généraliser. Ce qui est, moi, me semble important du point de vue du rabbin, c'est le rabbin, il est au service des gens. Il n'est pas là pour les embêter, il n'est pas là pour les conseiller, il est là pour les aider. Donc, s'il sent que quelqu'un n'a rien à faire là, eh bien, il doit le lui dire, gentiment, mais il doit le lui dire. Maintenant, si la personne, le rabbin peut se tromper, hein. Par exemple, je reprends cet exemple de l'aide, je ne vois vraiment pas l'efficacité du rabbin et son rôle dans le fait de faire poireauter quelqu'un. Non. Pendant cette année, la personne n'a rien fait. N'a fait que perdre son temps, à moins qu'elle trouve le moyen de progresser dans un cercle, mais qui ne dépend pas du rabbin en question. Moi, je trouve ça complètement idiot. Moi, ma méthode est tout à fait à l'inverse. Je dis aux gens, tu veux, tu n'as qu'à venir, il y a des cours, il y a des activités, tu viens quand tu veux. Et très vite, on voit qu'il est là et qu'il n'est pas là. Et je peux vous dire que très curieusement, il y a des gens, vous leur dites ça, ils ne viennent pas. Justement, en quelques mots, c'est quoi le parcours de conversion chez toi, du coup, à Dorvador, chez les Massortis? Bon, d'abord, les Massortis, ça ne veut pas dire trop parce qu'il y a des gens différents et il y a des communautés différentes et les gens n'ont pas toutes la même. Alors, donc, à Dorvador, on va être plus spécifique. Non, mais il y a des variantes. Mais globalement, il y a, c'est un peu comme ce qui a été décrit, hein, il y a une exigence d'implication dans la vie juive, de bonne connaissance, d'avoir le temps de réflexion, etc. Moi, j'insiste personnellement, je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, sur la question de l'intégration. L'intégration au peuple juif, l'intégration juive, qui n'est pas simple, parce que la communauté juive n'est pas quelque chose de simple, vous le savez très bien d'ailleurs. Et je crois que une conversion au judaïsme intéressante, c'est une conversion sur du long terme, c'est-à-dire des gens qui, dans 10 ans, seront toujours présents, seront toujours actifs, en progrès, etc. Ma vision du judaïsme, c'est une vision d'implication. C'est une vision que j'ai pour tout le monde. Elle n'est pas forcément partagée par tout le monde, mais c'est une vision pour tout le monde, qui est une vision très classique du judaïsme. Pour moi, un juif doit étudier. Je ne comprends pas les juifs qui n'étudient pas. Pour moi, un juif doit pratiquer. Encore une fois, je ne rentre pas dans les longueurs de tzitziot des gens, mais le judaïsme, c'est une pratique, c'est une discipline personnelle, c'est l'étude. C'est ça le judaïsme. Donc, quelqu'un qui veut rentrer en judaïsme mais qui n'a pas envie de faire ça, je ne vois vraiment pas ce qu'il vient faire là. Maintenant, je n'empêcherai pas de venir à la synagogue, il peut être sympathisant, mais le judaïsme, c'est ce travail à la fois intellectuel, spirituel et de la pratique. Mais on est d'accord que c'est quand même particulièrement injuste par rapport. Il y a une différence énorme entre les juifs de naissance et ceux qui se convertissent, parce que finalement, les juifs de naissance, beaucoup en font beaucoup moins que les gens qui se convertissent. Beaucoup n'étudient pas, on leur demande aucune application par rapport au. Enfin, ils sont censés le faire, mais quoi qu'il arrive. On leur demande, bien sûr qu'on leur demande. Tu vas voir quand tu vas aller dans le Olam Haba qu'on te demandera. Tu vas passer un mauvais quart d'heure peut-être, ou au contraire un très bon. Bien sûr qu'on leur demande. C'est pas vrai. Seulement le principe du judaïsme, c'est là où c'est très compliqué. C'est que le judaïsme,
Et moi, j'insiste toujours beaucoup là-dessus aussi. Enfin, beaucoup, ça dépend aussi des cas, etc. Mais j'insiste là-dessus. La question, dans le moment de ma sortie, on est très attaché à ça. Le principe du judaïsme, c'est un principe de, si vous voulez, de collectif au sens de Am Israël, le peuple juif. Le peuple juif a une histoire. Moi, je fais partie de cette histoire. Je ne l'ai pas choisie, c'est comme ça. Donc, il n'y a rien d'injuste. C'est peut-être injuste de naître juif, c'est possible. Je ne vois pas en quoi il y a quelque chose d'injuste. Quelqu'un veut venir se mêler à cette histoire, mais il est le bienvenu. Mais je ne vois pas pourquoi il est normal que quelqu'un qui veut volontairement faire quelque chose soit impliqué, alors que quelqu'un qui, justement, à qui ça a été imposé par la naissance, se sente moins motivé. C'est son droit. Moi, je ne trouve pas ça injuste du tout. Mais de toute façon, dans l'idée du judaïsme, l'idée de la doctrine du judaïsme, l'implication dans la vie quotidienne, et que ce soit par l'étude, les mitzvot, etc. Encore une fois, je ne parle pas de la dose qu'on en fait et d'aller, on n'est pas obligé de tomber dans une pratique extrême, mais néanmoins, le principe, il est là, et c'est ça le judaïsme. Sinon, c'est plus le risque qu'il y a justement de nos jours. Je vous signale qu'il y a un risque auquel il faut réfléchir. C'est le risque d'un judaïsme qui serait strictement identitaire. Là, je parle pour les juifs de naissance, et qui se contenterait de ça. C'est-à-dire que souvent, j'en connais plein, et j'en ai plein dans ma famille, de gens, ils sont juifs, c'est vrai, ils sont juifs jusqu'au bout des ongles, il n'y a rien à discuter là-dessus. Ils ont cette sensibilité, comme on dit dans la Tikva, dans l'hymne israélien, un effet shiudi omiya, il y a quelque chose qui vibre. Mais il n'y a pas de contenu. Ils ne connaissent rien, très peu, ils n'en font pas grand-chose, etc. Moi, j'ai du mal à comprendre ça, si vous voulez. Je pense que le judaïsme demande autre chose. Alors maintenant, il y a des gens qui n'y arrivent pas parce qu'ils ont du mal à lire, ils ont du mal à concentrer, ils ont du mal à ceci, ils ont du mal à cela. Mais ça, c'est un autre problème. Je ne parle pas des excuses personnelles. Mais fondamentalement, le judaïsme, c'est ça. Et donc, je trouve ça tout à fait normal de demander à quelqu'un qui veut se convertir de rentrer là-dedans. Maintenant, statistiquement, l'immense majorité des gens qui se convertissent au judaïsme, curieusement, une fois qu'ils ont passé le Beddin, vous ne les voyez plus. Ils disparaissent. D'accord. Statistiquement, c'est bon, largement la majorité. Alors, ils disparaissent pourquoi? C'est curieux, moi j'avoue, j'ai du mal à comprendre, mais ça ne veut pas dire qu'ils disparaissent complètement. Ils vivent une vie juive à leur manière, dans leur coin. Bon, mais enfin, c'est pas terrible en général, hein, si on regarde un peu de près. Encore une fois, je ne juge pas les gens, moi, mais je constate qu'ils ont fait de grands efforts, ils sont tout contents, on leur a dit oui, et puis voilà, ils ne viennent pas. Et pour moi, c'est curieux, si vous voulez. Et c'est curieux aussi, comme vous avez un phénomène psychologique, parce que c'est de l'ordre de la psychologie, de gens à qui vous dites, voilà ma méthode, vous dites venez, vous leur avez dit venez au cours, ils ne viennent pas. Parce qu'en fait, ils attendaient qu'on leur dise venez, ça suffisait pour eux. C'est vrai que c'est vrai que c'est quand même un parcours plus compliqué de se convertir dans le judaïsme que dans les autres religions. Et donc, quand on n'est pas issu du judaïsme, ça peut paraître très compliqué. Mais le judaïsme n'est pas une religion, justement. De mon point de vue, je ne pense pas que le judaïsme soit une religion, c'est bien autre chose. Et c'est là la difficulté de se convertir. Le judaïsme, c'est une culture, c'est une histoire, c'est une façon d'être, c'est des tas de choses que la plupart des juifs comprennent tout de suite. On n'a pas besoin de faire un dessin, on sait ce que c'est. Maintenant, on peut être d'accord sur tel ou tel contenu, plus intéressant, moins intéressant. Alors, chez lui, ça sera Yiddish Medem, l'autre, ça sera je ne sais pas quoi, le club de cuisine, l'autre, il va faire d'haltérophilie à Maccabi, j'en sais rien, moi. Mais il y a un truc. Et la difficulté, c'est pas justement si c'était que doctrinal. Je dirais, quelqu'un t'adhère à la doctrine, tu deviens juif, pas de problème. Ça, c'est pas du judaïsme. Ça sera peut-être vrai dans l'islam ou dans le christianisme, c'est possible, mais pas dans le judaïsme. Le judaïsme est autrement plus complexe que ça. Alors, c'est pour ça que pour faire un juif, juste pour dire ça, finir ce point, je pense que pour vraiment faire quand quelqu'un qui n'a aucune identité juive, a priori, parce que je ne parle pas des gens qui, justement, sont en quête de leurs racines, ce qui est un peu différent. Mais quelqu'un qui n'a aucune identité juive, il y a des gens qui viennent vraiment de l'extérieur complètement et qui, avant d'être vraiment juif, c'est pas que le Beddin, c'est un parcours de vie.
vous allez les retrouver, il faut, à mon avis, 10-20 ans pour ça. Ce n'est pas un truc comme ça. C'est du chulent, le judaïsme. Ça se cuit doucement. Ce n'est pas une omelette. Hein. Sympa. Vous permettez la Ok, métaphore. ouais, j'aime beaucoup. Alors, on va prendre d'autres questions parce que le temps s'écoule. Alors, il y a Carole qui lève la main depuis tout à l'heure. Carole, si Merci beaucoup. je te Merci donne la beaucoup. parole. Merci beaucoup. En fait, je me posais une question concrètement. Je suis assez surprise. Alors, je dois vous dire que moi, à titre personnel, je ne suis pas homosexuelle. J'ai un fils qui est homosexuel. On a une sensibilité plutôt consistoriale, donc traditionnaliste. Voilà, sans grande surprise. Je suis assez. En fait, je me pose la question. Je découvre en fait qu'il peut y avoir un écueil, ou en tout cas une crainte d'écueil. Et lequel est-ce que ce serait? Quant à la conversion d'une femme lesbienne, d'une femme homosexuelle, dans la mesure où il n'y a pas de condamnation ni d'interdiction de l'homosexualité féminine dans le judaïsme, dans la mesure où une femme n'a pas d'obligation de se marier dans le judaïsme, je ne comprends pas en quoi le fait d'être lesbienne peut constituer un écueil. Je parle de la voie consistoriale. D'accord. Voilà, je sais. Oui. Vous voulez que je réponde à la place du consistoire? Oui, s'il vous plaît, oui, parce que ouais. Délégué, bon. C'est pas parce qu'il n'y a pas, juste, je me permets moi d'intervenir parce que si sur ces questions on est très présent, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'interdiction que c'est accepté. Et dans certains cas, ils disent qu'il y a Maïmonide qui aurait dit des choses comme ça. Après, il n'y a pas d'interdiction claire sur le lesbianisme, mais c'est pas pour autant que ça donne un blanc-seing et qu'ils vont dire oui, bien sûr, vous êtes lesbienne, c'est autorisé, tout ça. Non, ça se passe pas comme ça. Et du coup, il pose des questions. Je veux dire, admettons que je ne sois pas lesbienne, justement. Enfin, je ne parle pas de moi. Une femme qui ne soit pas lesbienne, qui veuille aller se convertir. Est-ce qu'à un moment donné, on va lui poser des questions sur son orientation sexuelle? On ne me l'a jamais demandé à moi. On ne me l'a jamais demandé, mais oui. À force de fréquenter la communauté, et puis, moi, on fait partie d'un peuple, et donc c'est vrai qu'on va s'intégrer dans une collectivité. Donc après, toi, Marion, ça va se voir au bout d'un moment dans ta vie. Ben, souvent, on m'a demandé quand est-ce que tu vas te marier et alors, est-ce que tu as rencontré quelqu'un? Et ben, je ne me voyais pas répondre oui, une femme. Enfin, je parle dans ma communauté, dans la communauté consistoriale que j'ai fréquentée. Souvent, on me demandait alors, après la conversion, est-ce que tu vas faire un chidour ou est-ce que tu as déjà quelqu'un en vue? On voulait déjà me marier avant de me faire passer au migvé. Donc et là, ça aurait été un petit peu plus compliqué de leur dire, bah, écoutez, je veux bien me marier, mais pas avec un homme. Quoi. Quel succès! Quel succès! Mais oui. Vous voulez dire que dès le consistoire, en fait, il peut y avoir... Donc, je reprends ce que vous me disiez tout à l'heure. Effectivement, ils vont sortir, entre guillemets, de derrière les fagots, un commentaire de Maïmonide, etc. Et donc, vraiment, ils vont mettre un frein à la conversion pour cette raison. Je sais pas. Même pour les femmes. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Ah non, bah, on envoie une femme lesbienne au consistoire qui dit qu'elle est lesbienne, elle ne sera jamais convertie. C'est pareil que pour les gays. Là-dessus, c'est complète. Même si au niveau de la halakha, ce n'est pas la même chose, vous avez raison. Oui, ce n'est pas du tout cohérent. Ouais. Oui, mais elles seront traitées de la même manière que les hommes, hein, ça c'est sûr. Donc ça relève plus de la enfin, entre guillemets, de la culture contemporaine, on va dire, que de la halakha. Ils vont se dire que, ouais, enfin, ils vont se dire que ils vont pas juger ça. Je donnais ça l'exemple à quelqu'un tout à l'heure, c'est un peu comme si pour eux, quelqu'un qui vient, un non-juif qui vient pour se convertir et qui dit voilà, je veux bien me convertir, mais par contre, je ne renoncerai pas au jambon, j'adore le jambon et je vais en manger tout le temps. Donc, ils vont lui dire bah non, dans ce cas-là, tu dois accepter tout du peuple juif, quoi. Moi, je suis pas d'accord, c'est pas du tout la même chose. Parce qu'il n'y a aucune loi concernant le lesbianisme. Donc, pour moi, c'est pas du tout pareil. Il y a des commentateurs. Alors, peut-être il y a la halakha de la cacheroute, mais il n'y a pas de halakha concernant le lesbianisme. Donc, alors, c'est pas tout à fait vrai, madame. Il y a des commentateurs. C'est un peu plus compliqué que ça. Oui, justement, j'aimerais bien savoir. Je découvre, en fait. Bon. Alors, d'abord, moi, je voudrais revenir sur cette question. D'abord, le consistoire n'est pas la halakha, déjà d'une. Le consistoire est une organisation qui fonctionne comme toute organisation avec ses qualités, ses défauts et ses réflexes d'organisation. Donc déjà,
le consistoire, la plupart des rabbins du consistoire, dans beaucoup de leurs pratiques, ne respectent pas la halakha. Par exemple, moi, je considère que, pour reprendre l'exemple de la lettre, ne pas répondre à une lettre que vous avez reçue, bon, ça peut arriver de ne pas répondre parce qu'on a oublié, parce que... Non, je ne parle pas de ça, mais de sciemment, d'avoir cette politique de ne pas répondre, de faire poireauter quelqu'un un an, c'est contraire à la halakha. C'est interdit par la halakha. On n'a pas le droit, ça s'appelle onaat guerre, c'est un interdit grave. On n'a pas le droit de mener les gens comme ça, d'accord, et de manipuler les gens. Donc, de cette façon-là, déjà, le consistoire ne respecte pas la halakha. Donc, il ne faut pas croire que le consistoire, c'est une référence en termes de halakha, ce n'est pas vrai. C'est une référence sur certains domaines peut-être, mais souvent, sur une quantité de domaines, on peut les prendre en défaut. La question qui se pose ici, c'est une question, à mon avis, beaucoup plus sociale que halachique. La question de la halakha sur l'homosexualité, qui est beaucoup trop longue à développer ici, mais je vous invite, Madame, à lire. Moi, j'ai fait un gros travail de recension, autant que je sache, c'est le seul qui existe en français avec autant de documents, sur la question halachique et de l'homosexualité au moment de la question du mariage pour tous, parce que je m'étais opposé à la position de Bernheim. Mais la question de l'homosexualité et de la halakha est une question très complexe, parce que la halakha ne condamne pas l'homosexualité, à mon avis, elle n'est pas d'accord avec peut-être, et encore je dis peut-être, une certaine pratique homosexuelle qui restera à définir et savoir pourquoi, etc. J'invite à être très prudent avec ça. Et elle fait la différence, il est vrai, a priori, entre une pratique, et ce n'est pas l'homosexualité, une pratique sexuelle féminine, une pratique sexuelle masculine. Mais ça montre bien que la halakha ne condamne pas l'homosexualité, parce que si c'était ça, il n'y aurait aucune différence. Il n'y a pas de différence fondamentalement entre une homosexualité masculine ou féminine. Donc déjà, je pense qu'il faut être précis sur les termes, et il n'y a pas à faire de discrimination entre hommes et femmes de ce point de vue-là. C'est encore une fois un sujet complexe. Maintenant, tous les rabbins ne seraient pas forcément d'accord avec moi, mais moi, je leur demanderais de démontrer clairement les choses. Ils auraient du mal. Et le fait est que la question de l'homosexualité dans la société c'est quelque chose qui est de l'ordre du tabou, avant tout, et d'un interdit, d'une peur, enfin, je pense, dans la société hétérosexuelle, une certaine crainte de ça. Et ça soulève des choses et des problèmes et des non-dits. Enfin, je pense que les gens de Beth Averim sont bien plus à leur place pour parler de ça que moi, parce qu'ils le vivent. Moi, je le combats peut-être, mais je ne le vis pas, n'étant pas homosexuel. Mais je pense que là-dessus, il y a vraiment... le judaïsme doit réfléchir là-dessus, mais sérieusement. Et quand je dis le judaïsme, c'est la communauté, les autorités communautaires, quelles qu'elles soient. Et elles ne le font pas beaucoup. Et le problème qui se pose, justement, la description qui a été faite tout à l'heure par Marion, c'est ça, Marion, vraiment, qui tout d'un coup, dans une communauté où elle fréquente des gens, où elle a des amis, elle est en confiance avec un rabbin, tout d'un coup, il y a un rideau qui se ferme, peut-être dans votre tête, d'ailleurs, peut-être que le rabbin aurait accepté d'en parler, et que, il aurait peut-être fallu essayer d'en parler, j'en sais rien, mais moi, encore une fois, je ne veux pas rentrer dans des choses trop intimes, mais trop personnelles, mais le fait est que ça montre une déficience communautaire. Vous voyez ? Le fait que Marion ait peur de parler de ça montre, de mon point de vue, une déficience communautaire. Parce qu'un rabbin, il est là pour écouter les gens. Quand bien même la conduite des gens est condamnable. Il y a un type qui va venir de me parler que sa femme le trompe ou qu'elle trompe son mari, que je ne sais pas quoi. C'est interdit par la halakha. So what? Alors moi, le rabbin, je vais le mettre dehors. Moi, je ne veux pas refuser de lui en parler. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas parler de ces choses-là. Maintenant, quelqu'un qui est en conversion, évidemment, il est un peu sur le grill. Je comprends ça. Mais d'abord, la première chose, c'est parler et de crever l'abcès, puis ensuite, on voit ce qui est gérable ou pas. Mais le nombre de fois où j'ai eu des candidats à la conversion qui ont des problèmes pour respecter Shabbat correctement, qui ont des problèmes pour manger kasher correctement, qui ont des problèmes de ceci, de cela, et qu'est-ce qu'ils font à leur famille, c'est le nombre de problèmes qu'on peut me poser. Et je vais leur claquer la porte au nez à chaque fois, ou leur mettre les doigts dans la... Non, ils n'en auront plus de doigts très vite si je continue comme ça. C'est pas... Il y a quelque chose qui ne va pas dans le mode de fonctionnement.
Et le consistoire là-dessus a un défaut gigantesque. En général, encore une fois, le consistoire, ça ne veut pas dire toujours grand-chose, parce que dans le consistoire, il y a des gens très différents. Mais globalement, l'institution consistoriale a un gros défaut, c'est qu'elle n'est pas prête à regarder certains problèmes en face. Et là-dessus, Bettraveri est bien plus à même que moi d'en parler. Ouais, on peut en témoigner. On peut en témoigner. Alors, excusez-moi, ouais, on va passer. Il y a encore, on est déjà un petit peu on dépasse un peu en termes de timing, mais il y a une dernière question à laquelle on va répondre. Donc, c'est la question de Franck. Alors, Franck pose plusieurs questions. Donc, il nous dit, donc il nous remercie pour les échanges. Dans la pratique, quelle est la différence entre le mouvement massortier et libéral? Il me semble que, ça c'est la première question. Deuxième question, il me semble que certaines mises-votes sont incompatibles avec l'homosexualité. Est-ce bien le cas? Si oui, comment gérer cela? Troisième question, est-il viable de se convertir si son conjoint n'est pas juif? Donc voilà. Alors, déjà, ça s'adresse à moi, alors. Comment? Ça s'adresse à moi ces questions, si je comprends bien, je dois répondre. Je pense que ça s'adresse un peu plus à toi, ouais, effectivement. Mais si on peut le faire de manière synthétique, s'il te plaît, là, on est très en dépassement. Bon. Alors la première question, c'était la différence entre mouvement libéral et massorti. Oula, ça c'est une grande question. J'invite à aller lire de la documentation sur Internet, dans le dictionnaire encyclopédique du judaïsme, où il y a des différents articles sur les différents courants du judaïsme. Il y a des différences à la fois majeures et en même temps des tas de choses qui réunissent. Il faut savoir qu'il y a des différences. Moi, je ne pourrais pas être rabbin libéral, très clairement. Je ne suis pas libéral. Mais nous, ce qu'on a tendance à dire généralement, c'est que oui, les massortis sont un peu plus orthodoxes que les libéraux, mais plus libéraux que les orthodoxes. Oui, ce qu'on peut dire comme ça, synthétiquement, on peut dire comme ça. Ouais. Mais c'est pas le même monde tout à fait, tout en étant le même monde. C'est très complexe. Moi, j'enseigne, puis il y a des questions de la CGL, j'enseigne là-bas. Je vois bien des différences. Oui, maintenant, ça dépend, encore une fois, du parcours de chacun. C'est très complexe. Mais voilà. Mais il y a des différences. Des différences d'implication, des différences d'exigence, des différences de textes lus, de textes de référence, etc. Il y a des claires différences. Maintenant, encore une fois, chez les libéraux, il y a aussi des sous-courants, donc c'est aussi complexe entre telle ou telle chapelle, synagogue, etc. Il y a des sous-courants de chaque doctrine. Et c'est très difficile de comprendre ça sans rentrer dans le détail. Deuxième question. Alors, deuxième question, c'est certaines mises-votes sont incompatibles avec l'homosexualité. C'est une question. Est-ce bien le cas? Si oui, comment gérer cela? Alors, je ne sais pas, il faudrait me poser la question sur quelle mise-vote en particulier. Je ne vois pas lesquelles. La personne qui l'obligation du mariage? Il n'y a pas d'obligation de se marier en judaïsme. Non, par contre, il y a l'obligation il y a une mitzvah de faire des enfants maintenant. Voilà, la mitzvah de faire des enfants, par contre. Il y a une mitzvah de faire des enfants pour vous. Bon, mais c'est une mitzvah qui, si je ne l'ai pas faite, ok, je ne l'ai pas faite. Alors, ça n'a rien à voir avec l'homosexualité. Hein. Je vous signale que mais les relations interdites, les relations interdites, alors les interdits sexuels, ils ne sont pas dans les mitzvot négatives? Alors, non, il y a la question, on en revient à la question fameuse de la pratique sexuelle qui pourrait être interdite. Ça, c'est le seul point qui me semble indiscutable. Mais le reste, ça ne veut pas dire grand-chose. Par exemple, sur la question de la procréation. D'abord, le mariage, il n'y a pas d'obligation d'être marié en judaïsme. 2, la procréation, il y a une mitzvah, effectivement, de faire des enfants. Maintenant, si quelqu'un ne fait pas cette mitzvah, on ne va pas l'accuser de quoi que ce soit. Il n'a pas fait cette mitzvah. Il y a des quantités de gens qui ne la feront pas pour X raisons, qui n'ont rien à voir avec l'homosexualité, ou volontairement ou involontairement. Donc, il y a même un rabbin du Talmud extrêmement célèbre qui n'est pas marié et qui n'avait pas d'enfant. Et voilà, personne ne l'empêche d'être cité dans le Talmud à de nombreuses reprises. Donc, ce n'est pas un problème, ça. La vraie question qu'il y a derrière ça, c'est la question de la place, de la légitimisation de l'homosexualité, voilà, comme on était dit, de sortir du Aaron, au centre du placard, d'assumer son expérience, comme ça se fait de plus en plus de nos jours,
dans un judaïsme qui, a priori, n'aimerait pas ça. Ok, bon, c'est un problème beaucoup plus social qu'autre chose. Et c'est quelqu'un qui serait strict avec la question halachique par rapport à des pratiques elles-mêmes, bah, peut très bien se dépatouiller. Et je vous signale qu'il y a aujourd'hui, il y a des gens très pieux qui sont homosexuels ouvertement et des gens qui ont écrit des bouquins entiers. Je pense au rabbin Greenberg, qui est orthodoxe. Il y en a d'autres. C'est-à-dire qu'ils se sont vraiment posé la question d'un point de vue strictement anarchique, classique, sur leur pratique homosexuelle, sur l'homosexualité. Ils se sont posés sincèrement et sérieusement. Donc, quelqu'un qui a ce monde-là pour référence, il y a des réponses. Alors, je ne dis pas que ces réponses sont faciles, tout ça, mais je ne vois pas, il n'y a pas plus de problèmes avec ça qu'avec X autres problèmes qu'on peut avoir dans la vie. D'accord ? Il n'y a pas le droit d'être alcoolique. Être alcoolique, c'est interdit. Être je ne sais pas quoi, je peux vous donner toutes sortes d'exemples de choses. Et alors, les gens, on va essayer de les aider s'ils ont un problème. Et l'homosexualité, c'est une identité, c'est quelque chose et ce n'est pas un problème. Il ne faut pas le voir comme un problème. Et la halakha ne le condamne pas. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce point de vue. Je pense que la halakha ne parle pas de ça. Elle parle de pratique. Et je pense que d'ailleurs qu'un homosexuel, homme ou femme, peu importe, qui se convertit au judaïsme, il a pratiqué le judaïsme comme je l'ai défini tout à l'heure, le mieux qu'il peut. Qu'est-ce que je ne vois pas ce que vient faire dans son homosexualité dans l'affaire. Ça ne change strictement rien. C'est une très belle vision. Concernant la troisième question, ça a été abordé tout à l'heure, je crois que Yeshaya, tu en as parlé tout à l'heure, est-il viable de se convertir si son conjoint n'est pas juif? Et peut-être que c'est une question intéressante, ça arrive, c'est une question très intéressante. Et il y a Marion aussi, peut-être, qui peut en parler aussi, puisqu'elle parlait aussi de sa conjointe tout à l'heure, donc il y a vous deux qui pouvez en parler. Moi, j'aimerais dire que je me suis toujours sentie juive. J'ai commencé ma conversion parce que j'ai pas eu la chance de naître dans une famille juive, mais c'était évident pour moi que je pouvais pas. Enfin, il me manquait une partie de moi si je l'ai pas au bout de ma conversion, mais mon identité à moi, elle est différente de l'identité de ma compagne et je peux pas obliger ma compagne enfin, elle a quand même accepté devant le rabbin Beb d'enseigner, enfin, de me laisser enseigner le judaïsme aux enfants, de me laisser le transmettre et elle lui a affirmé qu'elle continuerait à le transmettre si, par malheur, il devait m'arriver quelque chose. Elle n'empêcherait pas les enfants d'aller à la synagogue, elle n'empêcherait pas les enfants d'aller au Talmud Torah, rien du tout. Mais moi, je me suis toujours sentie juive et je peux pas lui imposer de vouloir être comme moi, en fait. Enfin, le judaïsme, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est plus qu'une religion, c'est surtout une identité, c'est une histoire c'est une histoire communautaire, c'est le Ham Israël et on en fait partie ou on n'en fait pas partie. Si elle se sent pas en faire partie, Marion, j'en déduis de ce que tu dis, c'est que est-ce que dans ce cas-là, donc il n'y a pas de souci si le conjoint, la conjointe n'est pas juive, mais il faut au moins que le conjoint soit d'accord ou que la conjointe soit d'accord pour que le foyer soit juif. Ah oui, oui. Et ça c'est quand même un prérequis indispensable. Il ne faut pas que ce soit un foyer neutre, par exemple. Il faut qu'on accepte que le conjoint, la conjointe accepte que le judaïsme soit dans le foyer. Oui, c'est ça. Elle a accepté devant le rabbin Beb qu'on pratique le Shabbat, qu'on pratique les fêtes, que notre foyer soit un foyer juif. Et de toute façon, malheureusement, j'ai beau l'aimer de tout mon cœur, on n'aurait pas pu être en couple sans ces conditions-là, en fait. D'accord. C'était pas possible. On peut peut-être juste dire commenter quelque chose. Pardon. Tony, vas-y. Oui, on peut peut-être juste dire une chose, par contre. Bon, je pense que c'est pas que c'est viable ou pas viable, c'est juste que ça demande beaucoup plus de motivation, je pense, parce que forcément, on se renforce dans sa pratique l'un l'autre. Mais par contre, une chose à prendre en compte, c'est qu'il n'y a aucune, à ma connaissance, communauté en France qui font d'union de quelque sorte mixte. C'est-à-dire, si votre conjoint ou conjointe n'est pas juif, vous ne pourrez pas avoir accès à… Alors, je ne sais pas quel type d'union sont faits dans les différentes synagogues, mais en tout cas, vous pourrez
pas, Effectivement, on ne pourra pas passer sous la roupa, enfin, on ne pourra pas faire de mariage. je ne sais pas ce qui se fait dans telle communauté, c'est Brita Ava, si c'est Mais la Brita Ava, les deux conjoints sont censés être juifs, hein, généralement. toutes les unions, en fait, toutes les unions, Ouais. et que ce soit dans tous les mouvements, même les plus libéraux en France et dans la plupart des mouvements. Alors peut-être aux États-Unis, c'est un peu différent, mais c'est que si c'est important pour vous que votre union soit reconnue religieusement, sous quelque forme que ce soit, ce ne sera pas le cas. Mm. Ouais, voilà. Après, comme disait Yeshaya, la note que Yeshaya disait, après, Yeshaya, si tu veux réagir d'ailleurs par rapport à cette question aussi, de donner ton Oui, cloche. c'est vrai qu'il ne faut pas mélanger les choses. Dans la question de la cérémonie de mariage, bon, c'est un autre problème. Ouais, c'est La question qui se pose, elle est la suivante. C'est est-ce qu'on peut convertir quelqu'un? Ça n'a rien à voir avec l'homosexualité du coup. Ce serait beaucoup plus courant dans des cas d'hétérosexuels qui sont dans une situation familiale bancale d'un point de vue du judaïsme. D'accord? Donc, d'union mixte, que, évidemment, le judaïsme ne prône pas et pose des problèmes objectivement dans la vie courante. Alors, évidemment, ce n'est pas un plus, ça, c'est certain. Maintenant, il y a toutes sortes de cas. Et là aussi, ça va être jugeable au cas par cas. Il y a des gens qui vont refuser systématiquement. Il y a des rabbins, moi j'ai un ami rabbin, il dit très clairement, moi je ne veux pas siéger dans un beddin, s'il y a un cas comme ça, vous me le dites, je ne suis pas dans le beddin. Il refusera de siéger au beddin dans des cas, il y a des questions d'union mixte. Maintenant, vous êtes face, c'est très intéressant de s'occuper de ces choses-là, parce que vous êtes face à l'être humain dans sa réalité, cru, c'est pas tellement le terme, mais véritable. Et vous avez toutes sortes d'histoires. Vous avez des gens, par exemple, qui ont un parcours juif très profond sur des années, qui sont par ailleurs mariés avec des enfants, etc., et qui veulent vraiment se convertir au judaïsme avec une sincérité immense et un engagement immense. Vous allez refuser à cette personne parce qu'il y a 20 ans, elle s'est mariée avec une personne non juive, vous allez briser ce couple, vous allez briser cette famille. Ouais, c'est affreux. De quel droit? Donc, vous voyez, on ne peut pas faire de généralité. Alors maintenant, encore une fois, moi, je respecte tout à fait la personne dont je parle, mon collègue qui refuse systématiquement de s'asseoir dans un beddin qui accepterait de tels cas. Mais je vous garantis qu'il y a des cas où franchement, ça se défend. Alors, il y a des cas un peu, c'est un peu plus. On n'a pas envie de créer, c'est d'ailleurs l'argument qu'il emploie. Il dit moi, je ne peux pas créer une situation bancale. C'est une situation bancale. C'est-à-dire que la vie juive au quotidien, et ce n'est pas la question du mariage sous la roupa, c'est la question de Shabbat, c'est la question de la cache-route, c'est la question de la vie juive quotidienne. Et évidemment, s'il y a des enfants, de les élever dedans, de l'exemple qu'on leur donne et de l'implication qu'on peut avoir, etc. C'est évident que les unions mixtes, et on en a plein, 50% au minima des unions juives, rien à voir avec la question homosexuelle, sont mixtes. C'est un problème, c'est un vrai défi pour le peuple juif, cette question-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout de suite agiter le chiffon rouge. Il faut pareil réfléchir avec intelligence. Et les responsables communautaires doivent y réfléchir avec intelligence, avec des conséquences compliquées. Je peux vous dire par expérience rabbinique que les enfants d'union mixte, quelle que soit la configuration, c'est toujours compliqué parce que l'enfant, il a deux modèles. Quelquefois, si les parents se séparent, ce qui statistiquement arrive, du coup, chez l'un, c'est comme si, chez l'autre, c'est autrement, etc. Enfin, ça crée une situation très complexe que si les deux étaient juifs, ce ne serait pas la même chose. Maintenant, il y a des gens, quelquefois, il y en a un qui est très pratiquant et l'autre n'est pas du tout, très peu. Enfin, tous les modèles existent. Et par définition, le judaïsme, ce n'est jamais une boîte carrée. C'est toujours s'occuper de la réalité humaine et de situations complexes. C'est ça. Et pour ça que le rôle d'un rabbin, c'est de s'occuper de ça. Et c'est jamais de dire, tu ne corresponds pas à ma checklist, là, hop, dehors. Non, ce n'est pas son job. Son job, c'est d'aider et de voir ce qu'il arrive à construire avec les personnes. Ok, alors merci beaucoup. La dernière question, on va y répondre dans 2-3 minutes parce que là, on a un dépassement de 20 minutes. Donc là, ça sera vraiment très rapide. C'est la question de Blanche.
Je vais dire sa question. Dans ma ville, la seule communauté est orthodoxe. J'ai peur de ne pas pouvoir me lancer dans une conversion dans cette communauté. Quelle communauté connaissez-vous dans la partie ouest de la France qui accueille les personnes LGBT? Peut-on commencer l'étude à distance en attendant de trouver une communauté? Les communautés orthodoxes accueillent-elles les personnes LGBT? Sinon, peut-on organiser sa conversion autre part et fréquenter la communauté orthodoxe sans parler de ce pan de sa vie? Donc là, on va essayer de répondre rapidement. Il y a juste des questions. Déjà, les communautés orthodoxes accueillent-elles les personnes LGBT? Elles les accueillent dans le sens où, oui, c'est-à-dire on ne va pas interdire l'accès d'une personne LGBT à la synagogue, mais on va, comment dire, on va pas la personne devra plus ou moins s'invisibiliser. Elle ne devra pas parler de son orientation. C'est comme ça, globalement, il n'y a pas de règle générale, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc là, je réponds à cette question. Quelle communauté connaissez-vous dans la partie ouest de la France qui accueille les personnes LGBT? Alain, sur ce sujet, Alain, alors il y a ouest et ouest, hein, l'ouest est un peu vague, mais en tout cas, je sais que Haïm Kassas, qui était à Lyon et qui est partiellement reparti en Espagne, il intervient aussi, je crois, à mi-temps auprès de la communauté libérale de Toulouse. D'accord. Voilà, peut-être se rapprocher. C'est sud-ouest, là, c'est pas totalement l'ouest. C'est pour ça qu'il y a, c'est pour ça qu'il y a ouest et ouest. Donc, en tout cas, à Toulouse, et voilà, je sais qu'il sera disposé à recevoir et à conseiller Blanche. Yeshaya, tu connais, toi, des communautés libérales ailleurs, à l'ouest, où m'a sorti? D'abord, non, mais d'abord, il faut poser la question avec un peu plus de précision géographique. La question d'abord de la fréquentation du judaïsme, ça passe par une communauté, mais par définition, cette communauté, a priori, est proche géographiquement. Sinon, on ne la fréquente pas. On ne va pas faire 200 km pour aller voir une communauté. Ça ne marche pas comme ça. Elle est sud-ouest, Blanche. Donc, c'est Toulouse, alors. Ensuite, il faut évidemment tâtonner un peu là-dessus, aller explorer. Maintenant, il faut aussi, moi, je pense qu'il ne faut pas avoir des barrières. On peut très bien fréquenter une synagogue sans déclarer, dévoiler sa vie privée, d'une part. Ensuite, on peut avoir d'agréables surprises. On peut avoir des rabbins très orthodoxes qui sont tout à fait à l'écoute. Il ne faut pas non plus diaboliser comme ça. Je n'ai pas besoin. Moi, je pense que c'est même malsain de vouloir faire des communautés LGBT. Ça, je ne vois pas pourquoi. Il n'y a aucune raison. Comme moi, je pense que toute communauté devrait pouvoir recevoir. Maintenant, ce n'est pas forcément le cas, bien sûr. Il faut s'attendre à quelquefois en France, on n'a pas les synagogues LGBT. Hein. C'est un phénomène très américain, mais on ne les a pas. Ça. Oui, mais moi, je pense à un phénomène un peu malsain de ghettoisation. Il n'y a pas de raison. Je comprends qu'il y ait des problèmes. Il y a des problèmes, évidemment, mais il faut essayer de régler les problèmes. Bon, maintenant, ce n'est pas le pauvre individu tout seul qui va se prendre des claques dans la figure et qui va devoir se confronter tout seul à ça. C'est vrai que ce n'est pas facile. Pour les questions de conversion, il y a des conversions possibles quelquefois à distance. Moi, j'ai eu des élèves à distance, par exemple. Il y en a d'autres qui le font. Marion a témoigné tout en étant dans la région lilloise, etc. Donc, il y a différentes possibilités. Moi, je m'occupe aussi de cas comme ça. Mais il y a un moment où quelqu'un ne peut pas se convertir au judaïsme un peu sérieusement s'il ne fréquente pas à minima une communauté, parce qu'il n'aura pas d'exemple. On ne peut pas juste se convertir. Donc, à distance, quand il y a cette question, peut-on commencer l'étude à distance en attendant de trouver une communauté? Donc là, elle parle juste d'un début. Comment? On peut, puisque moi, je suis dans le Pas-de-Calais, il n'y a pas vraiment de synagogue autour de moi. Après, si, il y en a une à Lille, mais c'est un petit peu compliqué d'y aller. D'accord. Mais je suis les cours à distance sans problème tous les mardis. Et voilà, on peut commencer. Donc, toi, avec le CJL, avec Pauline Beb, tu fais des cours à distance via Zoom ou via autre chose? Oui, c'est Meet. Donc, on a un lien pour suivre les cours. On a les cours soit avec le rabbin Beb, soit avec le rabbin Cohen. Et à distance. Et le tout, c'est de pouvoir fréquenter une communauté, alors à la synagogue si possible.
mais s'il n'y a pas de synagogue, au moins avoir des personnes de la communauté qui peuvent nous accueillir pour le Shabbat, etc. Et moi, normalement, j'ai des rendez-vous avec le rabbin Ben tous les 2 mois environ pour faire le point. Pour faire un point. Ouais. D'accord. Donc, faut Alors, dernière question, toujours de la même personne, et après on arrête. Je suis désolé, il y a d'autres questions qui sont arrivées, mais on va arrêter là. Peut-être qu'on fera une autre réunion une prochaine fois. Sinon, peut-on organiser sa conversion autre part et fréquenter la communauté orthodoxe sans parler de ce pan de sa vie? Alors, par rapport à ce que tu as dit, Marion, tout à l'heure, après peut-être aussi si d'autres voulaient réagir, c'est quelque chose qui est, de toute façon, tout est possible, hein. Maintenant, c'est aussi, ça veut dire, est-ce que vous êtes confortable avec le fait de cacher une partie de vous? Parce qu'il y a des moments où on vous posera des questions, on va vous dire alors, il est où ton mari? Ou qu'est-ce que tu fais ce week-end? Tu as fait quoi ce week-end? Tu étais avec qui? Tout ça. Là, il y a des moments où alors est-ce que vous seriez confortable de mentir en échange d'être là-dedans? C'est aussi ça qui peut se poser comme question parce que voilà. Après, il y a des communautés orthodoxes, comme le disait Yeshaya, où on ne va pas beaucoup en parler. Les gens savent qu'il y a des gens qui sont gays à côté d'eux, tout ça. Ça ne crée pas d'histoire. C'est aussi possible. Ça peut être possible. Ça dépend de chaque communauté. Moi, j'étais tout à l'heure au téléphone avec le rabbin de la synagogue de la Victoire et qui me disait oui, tu sais, moi, j'ai aucun souci avec les LGBT, ils sont les bienvenus dans ma synagogue et tout. Après, bon, il fera pas d'événements, il va pas parler de choses particulières par rapport aux LGBT, mais lui, s'il sait qu'il a un fidèle qui est LGBT, il me dit, moi, je ne le traiterai pas de manière différente. Et s'il veut monter à la Torah, là, il parle des hommes, parce que les femmes ne peuvent pas monter, hein, dans ce cas-là, il montera, il n'y a aucun souci. Donc voilà, et là, on est quand même à Moi, c'est le cas de la plupart. C'est le cas de la plupart des synagogues. Je pense que les gens se font beaucoup de choses dans la tête. Il y a un problème, une question qui a été posée. Évidemment qu'on peut fréquenter une synagogue orthodoxe sans être pour autant soi-même orthodoxe vraiment, et inversement. Enfin, moi, je pense qu'il y a beaucoup de barrières dans la tête là. Et la question qui se pose, si vous voulez, c'est la question de la vie juive la meilleure possible. Encore une fois, il y a des gens qui n'ont pas trop le choix. La communauté qui est proche de chez moi, je parle surtout en province, elle n'est peut-être pas la plus sympathique qui soit, elle n'est peut-être pas la plus, parce qu'il y a plein de problèmes qui se posent. Ce n'est pas une question d'orthodoxe ou pas orthodoxe. Peut-être que je m'entends mal avec les gens. Genre. C'est ce qu'il y a. Moi, j'ai une fille qui vit en Corée. Vous croyez qu'en Corée, il y a le choix des synagogues. Elle vit à Séoul. Je vous invite à faire le tour de Séoul, des synagogues de Séoul. Vous allez vous amuser. Ce sera vite fait d'ailleurs. Mais donc, elle ne s'entend pas très bien ni avec les uns ni avec les autres. Mais voilà, elle les fréquente quand même, parce que c'est ce qu'il y a. Une synagogue, il faut prendre ce qu'il y a. Il ne faut pas prendre ce qu'il n'y a pas. Et évidemment, il y a des synagogues plus sympathiques que d'autres. Maintenant, la question qui est la question du mensonge. Alors, c'est difficile. Moi, je pense que quelqu'un qui se convertit au judaïsme et qui ment, qui est obligé, qui est mis en situation de mensonge, c'est un problème. C'est une torture. Ça peut être une torture. C'est un problème de fond même quelqu'un, un rabbin doit être prêt à écouter les gens et pas les juger. Je vous rappelle qu'on ne juge pas, c'est une interdiction de juger, ça fait partie des interdictions du judaïsme, on ne juge pas les autres. Je sais quand même que le rabbin qui m'avait accueilli, je pense qu'il aurait pas mal réagi si je lui avais parlé moi-même de mon homosexualité, et je pense que il aurait même accepté que je continue à fréquenter cette synagogue. C'était pas du tout le problème. Enfin, c'était un très, très bon rabbin et très ouvert. Mais ma conversion au consistoire n'aurait pas été possible. Et il aurait été obligé de m'en dissuader, malheureusement, parce que le consistoire aurait bloqué. Mais lui-même ne bloquait pas sur le sujet. Et d'ailleurs, à l'époque, le rabbin Citruc avait fait un discours anti-LGBT complètement à ce moment-là, et mon rabbin de l'époque avait dit à la synagogue que ceux qui étaient d'accord avec le rabbin Citruc, ils voulaient plus forcément. Enfin, il n'était absolument pas d'accord avec eux parce que on n'a pas le droit de juger et aucun homme n'a le droit de juger un autre homme. C'est génial. Il y a Dieu qui a le droit de juger.
Et je sais que lui-même ne m'aurait pas jugé, je sais que j'aurais pu continuer à aller dans sa communauté. Je sais juste que j'avais pas d'avenir dans le judaïsme consistorial, en fait. C'était pas lui du tout le problème. C'était vraiment que je savais que le consistoire m'aurait mis des bâtons dans les roues et que je n'aurais pas pu continuer. Mais là aussi, moi, je voudrais dire une chose en tant que rabbin d'un courant spécifique. On ne se convertit pas à un courant du judaïsme, ça n'existe pas en judaïsme. On se convertit au judaïsme, point barre. Il n'y a pas de. Les courants du judaïsme, c'est politique. Aya, tu sais bien que si tu vas dans une synagogue consistoriale, ils te diront, eux, de toute façon, ils pensent qu'il n'y a qu'un seul judaïsme et ils vont dire qu'il n'y a que le judaïsme consistorial. Ils pensent ce qu'ils veulent. Non, mais d'accord, mais ça, c'est leur problème. Ce n'est pas moi qui vais traiter leur problème. Mais il n'empêche que quelqu'un qui se convertit au judaïsme, il ne se convertit pas au judaïsme libéral, au judaïsme massorti, au judaïsme orthodoxe. C'est pareil, il se convertit au judaïsme tout court. Maintenant qu'il ignore des pans du judaïsme parce qu'il a fréquenté qu'un certain milieu et pas l'autre, et que d'un point de vue orthodoxe, je considère que quelqu'un qui fréquente une synagogue libérale n'en sait pas suffisamment ou n'en fait pas suffisamment, etc., parce que X raison. Non, peut-être, mais c'est une autre discussion. Quand on se convertit au judaïsme, on se convertit au judaïsme, point. Maintenant que les autres, que les uns ne reconnaissent pas, ou que les uns fassent ça, c'est un autre problème. C'est leur problème à eux, c'est le problème du discours qu'on tient. Mais fondamentalement, ça n'a jamais existé dans le judaïsme de dire je me convertis à tel courant, ça n'existe pas. Tout simplement, ça ne veut rien dire d'un point de vue des textes juifs. Ça n'a pas de sens. Ok. Je me sens bien dans le courant, c'est un autre problème. C'est vrai que je pense qu'il ne faut pas se mettre plus de barrières non plus dans. Je pense qu'il faut. Pour la conversion, c'est un peu spécial parce que la conversion, c'est tout un processus et on est un peu en situation de vulnérabilité quelque part parce qu'on demande quelque chose. Mais une fois qu'on est converti, moi, j'aurais aucun problème à aller dans une synagogue. Je ne me considère pas converti au judaïsme libéral. Et par exemple, il est assez probable qu'on déménage à Oslo avec mon conjoint qui a vécu à Oslo. Et lui, à l'époque, il s'est fréquenté une synagogue Chabad Lubavitch. Et il a été très honnête avec le rabbin. Enfin, c'était pas une synagogue, c'était une communauté. Chaliar, il a été très honnête avec le rabbin qui en fait était très sensibilisé sur la question et qui en plus avait été Rosh Yeshiva, donc il avait un certain prestige dans la communauté Lubavitch, donc ses opinions sont encore assez respectées. Et lui était tout à fait de l'avis de l'inclusion parce que son point de vue, c'était du point de vue de son point de vue Lubavitch, c'était que, étant donné que l'homosexualité n'est pas un choix et que la halakha n'est pas imposer une mitzvah impossible à réaliser, dans ce cas-là, la mitzvah est considérée qu'il y avait une mitzvah d'interdit de l'homosexualité, mais qui ne s'impliquait pas aux homosexuels. C'est-à-dire que pour lui, il aurait été interdit à une personne qui n'était pas homosexuelle de nature d'avoir une relation homosexuelle, mais pour une personne qui ne peut pas faire autrement au sens qui est homosexuel, cette personne, il n'y avait aucun problème. Et d'ailleurs, on est allé faire Shabbat là-bas en couple et on ne s'est pas caché. Il n'y a eu absolument aucun problème dans une communauté pourtant ultra orthodoxe, quoi. Donc, il ne faut pas se mettre plus de barrières non plus dans la tête que parfois on a des bonnes surprises. Tony, ça illustre parfaitement ce que j'ai dit. Vous voyez, il y a beaucoup de bonnes surprises, il y en a quelquefois de très mauvaises. D'accord. Alors, merci beaucoup à tous. Là, il est 21h, donc on a eu une demi-heure de dépassement. Bonsoir. Mais c'était passionnant. Beaucoup de sujets abordés. Et je pense qu'on n'a pas fait le tour de la question, malheureusement, mais j'espère que ça a pu répondre à certaines interrogations que vous aviez tous. On ne s'interdit pas de refaire une autre session si vous le souhaitez. Si à un moment vous voulez qu'on continue, qu'on revoie, qu'on aborde d'autres sujets, pourquoi pas, avec plaisir. N'hésitez pas à poster vos réactions sur Facebook, Instagram pour dire un petit peu vos retours là-dessus. Si vous voulez une autre session ou des choses comme ça, voilà, on sera à votre écoute et on est là pour vous, voilà, pour être à votre service et pour vous aider dans le judaïsme aussi. Voilà. Donc, merci beaucoup à tous.
Et aussi, j'en profite. Oui, un petit mot de. Je disais Razak. Merci. Et juste, je rappelle qu'il y a aussi, pardonnez-moi du jeu de mots, il y a une grande messe LGBT samedi soir qui est l'Eurovision. Donc, c'est quand même, il faut parler quand même de ces événements-là. Donc, il y a. Israël va gagner, c'est la question. Espérons. Et donc, pour l'Eurovision, donc, on propose de le suivre sur Zoom pour pouvoir faire nos commentaires en même temps, déconner et tout ça. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur le lien Zoom si vous voulez pour regarder l'Eurovision tous ensemble. Voilà, c'était le dernier mot que j'avais à dire. Et n'hésitez pas à venir au BET et n'hésitez pas à adhérer aussi. On a besoin de vos adhésions. Voilà, c'est tout de mon côté. Est-ce que vous autres, nos participants, voulez peut-être dire un mot de la fin, un petit au revoir ou quelque chose en très synthétique, en 15 secondes. Hein. Ben, moi, je l'ai dit, Razak, bravo pour ce que vous faites. Je l'ai dit au début, je le dis à la fin. Merci. Je pense que vous faites un travail extrêmement utile. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Et à Tony, Marion, Julien, un petit mot d'au revoir. Merci de nous avoir permis de participer. Et si besoin de faire une suite à la conférence d'aujourd'hui, pourquoi pas. En attendant, bonne soirée à tous. Merci. Et puis moi, je voulais dire, c'est Sandrine, j'appartiens à la communauté de Rabbi Pauline. Donc, je serais enchantée de vous voir, tous ceux qui aussi sont de la communauté de la CJL. Voilà, et je vous dis à bientôt. À bientôt. Bon. Et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Il y a le repas à préparer là, d'accord. Merci à tous. Bonne soirée. À très vite. Salut, au revoir.